On va continuer de commenter ces chiffres qui ont été publiés cet après-midi aux États-Unis. Philippe Lermy, fondateur et trader chez TradeChange.com, nous a rejoint en studio. Merci d'être venu nous voir un jour férié. La question qui se pose à travers tous ces chiffres de conjoncture aux États-Unis, Philippe, évidemment, c'est de savoir si la Fed va ou pas continuer son cycle de baisse des taux. Pour l'instant, elle s'oriente vers une pause, mais ça pourrait changer. Bonjour Stéphane. Oui, alors effectivement, la vraie question quand on regarde les chiffres, puisque on a vu donc il y a eu une troisième baisse de taux donc le 30 octobre, c'est tout de suite, est-ce qu'on va continuer? Est-ce que c'est un insurance cut, je dirais une baisse par sécurité, ou alors est-ce qu'on entre vraiment dans un cycle de baisse parce qu'on rentre en récession? Alors en 95-98, on avait eu le même cas, il y avait eu un cycle de baisse, une pause, 98 pareil. Là donc la question c'est les NFP. Est-ce qu'ils étaient, payroll, oui, les créations d'emploi, le rapport sur l'emploi, est-ce qu'il était super mauvais? On l'attendait super mauvais parce qu'il y avait les grèves depuis mi-septembre de General Motors. Le Bureau of Labor Statistics, c'est-à-dire le département du travail, anticipait 46 000 destructions d'emplois. On pouvait même anticiper plus puisqu'il y a tous les sous-traitants derrière qui pouvaient aussi en pâtir. Finalement, les destructions elles sont beaucoup plus faibles que prévu, puisque au lieu de 89 000, donc on a eu 128 000 créations d'emplois. C'est même encore plus positif parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une destruction d'emplois au niveau des administrations, des fonctionnaires. Je vous rappelle qu'a commencé la collecte des adresses pour le recensement qui va arriver en 2020. Ça emploie combien de personnes, ça, aux États-Unis? Alors, jusqu'à 1 million. Alors, le gros sera plutôt au milieu de l'année prochaine, mai-juin. Ça va commencer en janvier de plus en plus. Là, il y a eu juste une collecte, donc ça avait gonflé artificiellement les chiffres de environ 20 000 créations d'emplois. Donc là, il y a deux mois. Donc maintenant, on n'en est que juste aux collections des datas, je dirais, des chiffres. Et puis après, il va y avoir les enquêtes, le porte-à-porte. Et là, on va prendre plein de saisonniers. Donc ça, c'est des chiffres déjà que le marché n'aime pas trop, puisqu'un saisonnier, c'est pas un emploi pérenne, c'est pas de la consommation qui va durer. Donc ça veut dire que pendant cette période, il faudra prendre les enquêtes d'emploi avec avoir une double lecture. Voilà, parcimonie. C'est comme là avec la grève de General Motors. Donc il y a surtout, ce qui est aussi positif, c'est le chiffre de septembre qui est révisé, le chiffre du mois d'août qui est révisé. Donc les révisions totales font plus 95 000 emplois. Donc globalement, le chiffre est bon. Quand on regarde le taux de chômage, il a un tout petit peu monté, mais en vérité, c'est pas 3,6. 3,6, c'est en arrondi. En fait, c'est 3,5622. Et quand on regarde plus en détail, c'est parce que le nombre d'actifs augmente. Il y a plus d'actifs qui ne trouvent pas pour l'instant du travail, mais d'actifs aussi qui trouvent du travail. Donc, on reste globalement à un plus bas de 50 ans. Ce qui est assez formidable. Et tout à l'heure, Clarida l'a dit, donc, dans son discours, il a dit quand même que l'emploi était robuste et que les consommateurs américains n'avaient été jamais autant en meilleure forme que ça. On parle du vice-président de la Fed. Du vice-président de la Fed, qui, je vous rappelle, je crois que c'était novembre dernier, quand on a eu l'inflexion, c'est-à-dire qu'on est passé d'un cycle de hausse de taux à baisse de taux, c'est lui qui d'un seul coup a surpris le marché, a pris le marché à contre-pied, puisqu'il a commencé à suggérer qu'on allait faire une pause, voire inverser et faire un cycle de baisse. Donc là, on l'a entendu tout à l'heure, lui, il milite plutôt pour une pause. Les non-farm payrolls, ils militent plutôt pour une pause. Quand on regarde l'ISM qui vient de sortir, manufacturier. Alors je vous rappelle que c'est que 10%, mais bon, je veux dire, comme il sort avant le chiffre des services qui va sortir mardi, du coup il a plus d'importance. Cet ISM, c'était aussi prévisible qu'il allait être un petit peu mauvais parce que la grève General Motors, c'est dans le secteur manufacturier. On le voit, le Chicago PMI, c'est l'endroit où il y a le siège social de General Motors, il a subi une forte baisse. Donc ça, c'était un peu prévu. Donc à la limite, les chiffres sont pas si mauvais que ça, et en tout cas, ils militent pas pour, je dirais, une baisse supplémentaire de la Fed. Et vous l'avez dit sur le calendrier, donc mardi prochain, on suivra l'ISM dans le secteur des services, parce que la grande question, c'est de savoir s'il y a une contagion au secteur des services. Pour terminer justement avec les États-Unis, quelles sont vos anticipations maintenant pour la Fed ? Je pense qu'elle va poser, c'est-à-dire que déjà au début, la prochaine réunion, c'est mi-décembre, elle va être attentiste. Comment Clarida l'a bien dit, il a dit que ça va être dépendant des données qui vont sortir. Et il faudrait vraiment une énorme mauvaise nouvelle pour que la Fed change son fusil d'épaule.
faut pas oublier qu'elle a parlé de symétrie de l'inflation autour de son objectif d'inflation qui est de 2%. Ça veut dire que là, on le voit même avec les salaires horaires moyens, ils sont pas suffisamment forts pour justifier, je dirais par exemple, une hausse des taux ou enfin l'inverse, comme je vous ai dit, une baisse des taux. On va parler aussi de la Grande-Bretagne, puisque le dossier du Brexit s'éternise. Organiser des élections anticipées, puisque c'est le calendrier maintenant en Grande-Bretagne, on aura des élections le 12 décembre, ça ne lèvera peut-être pas le suspense. Oui, alors déjà on a le no deal qui est écarté. Les analyses des banques estiment que le no deal c'est une probabilité de 5% d'occurrence, je dirais. Alors le problème qu'il y a, il y a 3 possibilités en fait. Il y a Boris Johnson a voulu ces élections parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a quand même perdu 21. Il a, je dirais, éjecté 21 MPs, donc les members, les députés, les parlementaires à la Chambre des communes. Il en a réintégré 10, mais il veut conforter une majorité pour donc faire passer son Brexit. Parce qu'il ne faut pas oublier que là, il y a eu un accord avec l'Union européenne, mais il n'a pas été ratifié. Les parlementaires peuvent encore faire des amendements, créer des problèmes. Alors déjà, on peut se dire, au niveau d'un timing, il y a eu donc, on a parlé de flextension, c'est-à-dire qu'il pouvait sortir au 30 novembre, 31 décembre, 31 janvier. Réalistiquement, ça sera le 31 janvier. On ne voit pas comment il pourrait sortir avant les élections générales. Oui. Et en décembre, ça paraît extrêmement serré comme calendrier. Oui. Je crois que la session parlementaire se termine bien avant. Alors, la session, on ne sait pas encore. La Chambre des communes n'a pas annoncé la fin de la session, mais il y a Noël. Donc, évidemment, toutes les lois qui vont devoir être votées pour rendre le Brexit effectif, il n'y aura pas le temps nécessaire. Donc, c'est 31 janvier. Alors, Boris Johnson donc, fait le pari de gagner une majorité plus forte. Les sondages le montrent, je dirais, de plus en plus en position favorable. Les conservateurs, aussi bien que les travaillistes, montent au détriment des libéraux et du Brexit Party. Sauf que, donc, ce qu'on pourrait imaginer, si jamais il le remportait, il y aurait quand même une hausse relativement modérée, je dirais, du sterling, parce que les gens, le plus mauvais pour les marchés, c'est l'incertitude. Pour les entreprises, est-ce que je me protège quand je risque de change? Est-ce que je me protège pas? Quand c'est binaire, elles peuvent pas. Je veux dire, voilà. Donc en fait, ça serait modérément haussier. Il pourrait y avoir l'autre cas à l'opposé, où c'est une coalition des travaillistes, des libéraux, démocrates et des Verts qui l'emportent. Donc là, évidemment, eux, ce qu'ils voudraient, c'est faire voter un second référendum pour carrément rester dans l'Union européenne, annuler le Brexit. Ça, c'est un scénario qui est réellement envisageable ? Ce qu'on voit des 3 derniers sondages qui ont été faits juste avant des élections générales ou avant, par exemple, les élections européennes en mai 2019, on voit que les sondages sont vraiment pas fiables. Je veux dire que Theresa May, elle a perdu sa majorité, ce qui nous a amené dans ce chaos. Les élections de mai 2019, on peut penser que c'était juste des élections, je dirais, qui ont fait d'ailleurs que le Brexit Party a emporté pas mal de sièges. On peut penser que c'était plus des élections contestataires. Donc là, actuellement, elles sont en faveur de Boris Johnson, mais on a des doutes sur vraiment s'il va l'obtenir. Donc si jamais c'était la coalition travailliste, Lib Dem et Verts, là le sterling monterait beaucoup plus fort. Je dirais même l'euro sterling passerait ses plus bas de l'année, puisque plus de Brexit, ça serait mieux, quoi, pour réintégration, plus de problème. Il y a l'autre cas qui n'est pas du tout improbable, c'est un Parlement qui est complètement bloqué avec aucune majorité. Et là, on se retrouverait dans le cas de juste juin 2017, quand Theresa May avait perdu ses élections. On pourrait supposer que les Anglais demandent à nouveau un report du Brexit. Évidemment, ça m'étonnerait que l'Union européenne accepte un nouveau report. Donc, voilà, on retrouverait dans un des problèmes, un chaos, quoi. Et donc là, le sterling baisserait. Vous êtes en train de me dire que quel que soit le scénario politique anticipé en Grande-Bretagne, on a quand même un gros risque d'incertitude qui se prolongerait pendant une période assez longue. Oui, il y a un risque. C'est ce que le marché déteste le plus. Il ne faut pas l'oublier que même si, par exemple, le Brexit est voté, il va y avoir après ce qu'on appelle la transition period, la période de transition qui avait été demandée par les industries britanniques pour mettre en place les nouveaux accords commerciaux. Donc là,
comment seront négociés les accords commerciaux. Enfin, on n'est pas sorti, je veux dire, c'est clair, on n'est pas sorti de l'auberge. Vous dites 5%, c'est la probabilité d'un no deal selon le secteur financier. Est-ce qu'on a un pourcentage pour la tenue d'un second référendum sur le Brexit de probabilité? Non, parce que je vous dis, ils ont du mal, j'ai pas vu de probabilité, ils ont du mal à savoir finalement lequel des 3 scénarios va l'emporter. Merci beaucoup Philippe Lermy d'être venu nous voir en ce 1er novembre. Je rappelle que vous êtes fondateur et trader chez TradeChange.com.